Bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Retour sur le spectaculaire incendie qui a ravagé un immeuble dans le quartier de la Joliette. Le corps de l'ouvrier qui travaillait sur les canalisations de gaz qui ont rompu a été retrouvé. La colère des avocats et des magistrats à Nîmes. Ils protestent contre la réforme de la carte judiciaire qui pourrait conduire à la fermeture de la cour d'appel. C'est parti pour les soldes et vous allez le voir, savoir profiter des démarques et acheter malin, c'est tout un art dans lequel excèdent des blogueuses marseillaises de mode. Et puis ils ont choisi de partir en mer pour les 100 prochains jours. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de croisiéristes qui font le tour du monde à bord d'un immense navire. Mais tout d'abord, donc, direction Marseille au lendemain du spectaculaire incendie qui a ravagé un immeuble dans le quartier de la Joliette. Le corps de l'ouvrier qui travaillait sur la canalisation de gaz qui a rompu a été retrouvé. Certains des habitants ont pu réintégrer leur logement, d'autres sont toujours dans l'attente. Romain Péric et Souaba Moussa. Un mort retrouvé cette nuit sous 50 cm de gravats. Il était âgé d'une cinquantaine d'années. Il travaillait ici, dans cette tranchée de canalisation gérée par GRDF au moment du drame. En plus de cette triste découverte, 21 appartements ont été touchés, dont 6 appartements complètement détruits. Le bilan de l'incendie d'hier à Marseille est lourd, tellement lourd que le maire, alors à Paris, est venu sur place constater les dégâts. Il faisait une soudure, il a explosé en même temps alors. Non, il faisait pas une soudure. On ne sait pas, mais pour l'instant, non. Il est aussi venu voir les habitants de l'immeuble sinistré. Hier, on a été relogé au dernier moment par ERDF, donc peut-être que voilà. Tout le monde s'y met, ça arrive le plus vite possible, mais il faut faire attention aussi qu'on respecte les procédures. Parce que nous, logiquement, on n'a droit à rien, puisque nos appartements ne sont pas sinistrés, on n'a rien. On a cette chance. Mais on est à la rue. Mais on est à la rue quand même. On n'a pas de quoi se chauffer, ni de prendre la douche, ni de boire rien. Alors, on n'a pas pu voir. J'ai juste le temps de prendre mes affaires hier, quand c'est produit. Et puis, je suis toujours comme ça. Côté mairie, la ville de Marseille, responsable du relogement des victimes, a annoncé qu'elle étudierait des solutions au cas par cas. On n'est pas sur du court terme, donc une vraie solution de relogement. Et ça, ça va être à prendre en compte avec et les assurances, la ville de Marseille, dont c'est la compétence, le relogement suite à un sinistre, et GRDF, donc qui est prête à accompagner toutes ces familles. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale. En cas de présomption de faute, une information judiciaire pour homicide involontaire devrait être ouverte. En revanche, l'action publique prendra fin si c'est le soudeur décédé qui a provoqué l'accident. La grogne enfle autour du projet de réforme de la carte judiciaire. En cause un rapport commandé par la garde des Sceaux et qui préconise la suppression de plusieurs cours d'appel, dont celle de Nîmes. Selon l'ordre des avocats, ce projet va à l'encontre d'une justice de proximité et aurait des conséquences destructrices. Les détails avec Olivier Michel. C'est la proposition numéro 27 du rapport Marchal qui met le feu aux poudres. Ce dernier préconise une régionalisation des cours d'appel, ce qui entraînerait la fermeture de la cour d'appel nîmoise. Une préconisation qui, selon l'ordre des avocats, va à l'encontre de l'intérêt des justiciables qui devraient se rendre à Montpellier. Sur une année, la cour d'appel traite 6000 dossiers au civil et 2000 au pénal. L'objectif annoncé par le chef de l'État était d'une justice proche, accessible, lisible et efficace. Or là, avec ce projet de réforme, nous allons justement à l'encontre des intérêts du justiciable, puisque disparition, éloignement des lieux de justice, disparition d'une cour d'appel qui fonctionne très bien, puisqu'à Nîmes et sur le Gard, le justiciable a un centre juridictionnel complet. Chez les avocats, une centaine d'emplois qualifiés est ainsi menacée, mais ils ne seraient pas les seuls. Greffes, experts de justice, huissiers ou encore notaires feraient les frais de cette réorganisation territoriale. Donc la disparition de notre ordre régional, mais surtout la disparition de notre école des jeunes. Nous formons une centaine de jeunes au métier de clerc de notaire. Et donc forcément l'école disparaîtrait, puisque tous ces jeunes-là sont embauchés dans nos études dans notre région. Donc cette école disparaîtrait purement et simplement. Donc le déplacement de cette petite centaine de jeunes et de tous les professeurs et de l'encadrement autour, ce qui représente une cinquantaine de familles. Réunis en association, ils ont hier reçu le soutien des élus locaux, prêts à porter des bonnets rouges et à faire reculer Christiane Taubira, une ministre que la députée rencontrera le 5 février prochain en présence du bâtonnier.
Après Europe Écologie, les Verts, ce sont des cadres du Parti communiste de l'Hérault qui se rangent derrière Jean-Pierre Moore en vue de l'élection municipale à Montpellier. 6 responsables du PC local ont donc choisi de faire liste commune avec le Parti socialiste, un ralliement qui fait polémique. Olivier Roiran. Une séance d'embrassade, un député PS qui affiche la couleur. Le portrait de famille est parfait. L'Union, PS, Europe Écologie, les Verts, constituée pour l'élection municipale à Montpellier, a reçu ce matin le renfort des élus communistes de l'actuelle majorité. Seulement voilà, ils ne sont pas soutenus par la section montpelliéraine de leur parti. C'est regrettable et nous allons travailler peut-être encore jusqu'au dernier moment à ce que ce soit pas le cas. Alors c'est un peu une particularité montpelliéraine, mais je crois que c'est dû à la dimension de la crise avec ses données économiques, politiques, etc. et tout, qui fait que beaucoup de partis politiques sont en difficulté, mais il n'y a pas plusieurs partis communistes, il y a une situation qui est regrettable, il y aura des communistes sur 2 listes, il faut l'assumer, c'est une réalité. Et le président du groupe communiste à la mairie met en avant l'historique collaboration avec le pouvoir local socialiste depuis 1977, mais les 150 adhérents du PC de Montpellier ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont tranché par 2 fois dans les urnes. 98% des votants ont choisi de rejoindre le front de gauche. Aujourd'hui, ils regrettent la décision de leurs élus municipaux de continuer avec le PS. Personne, bien entendu, ne peut les empêcher d'être candidats sur quelque liste que ce soit. Je considère qu'ils le font à titre personnel et en tout cas, nous veillerons à ce que le sigle du Parti communiste français, le nom du Parti communiste français, sa notoriété ne soit pas mêlé à une aventure personnelle et à une démarche politique que nous n'approuvons pas. Et les 2 courants du Parti communiste montpelliérain ont annoncé qu'ils iraient jusqu'au bout de leurs combats municipaux. Un divorce qui pourrait bien se terminer en bataille juridique. Voilà, et sachez que Christian Bourquin, le président socialiste de la région Languedoc-Roussillon, a lui aussi affiché son soutien pour Jean-Pierre Moore, le candidat socialiste à la mairie de Montpellier. Du côté de Marseille, à présent un nouveau sondage sur ces municipales. Il s'agit d'une enquête IFOP pour Public Sénat et Paris Match qui place Patrick Mennucci devant Jean-Claude Gaudin au 2e tour. Il s'agit d'une légère avance, mais c'est une tendance qui semble se confirmer dans les sondages. Dans le reste de l'actualité, le procureur d'Albertville a donné aujourd'hui les premiers éléments de l'enquête sur l'accident de ski de Michael Schumacher. Selon lui, les normes de balisage des pistes ont été respectées par la station de Méribel. La justice écarte d'ailleurs toute responsabilité extérieure. Michael Schumacher, le septuple vainqueur en Formule 1, est toujours dans le coma. Nous avons ce film et nous allons l'étudier, je le dirais, avec les personnes les mieux qualifiées, éventuellement avec un expert. Et si nécessaire, nous préciserons quelle pouvait être cette vitesse. Mais j'ajoute que la vitesse n'est pas un élément particulièrement important pour nous. Tout de suite, le reste de l'actualité en bref et en images, un résumé préparé par Daphné Desjardins. Avenir incertain pour LCI, le PDG de TF1, Nonce Paolini, a renouvelé sa menace aujourd'hui sur Europe 1 de fermer cette chaîne d'information si elle ne basculait pas sur la TNT gratuite. Pour le groupe M6, une demande similaire a été adressée pour la chaîne Paris Première. Autre information média, après Le Monde, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger pourraient devenir les actionnaires majoritaires du Nouvel Observateur. Sursis grâce au Sénat, la Chambre haute a refusé de lever l'immunité parlementaire du sénateur UMP Serge Dassault. Le bureau du Sénat a en effet rejeté la levée de cette immunité à 13 voix contre 12 et une abstention. Demande rejetée une première fois en juillet, l'industriel est visé par une enquête sur des achats présumés de vote à Corbeil-Essonnes, ville dont il a été le maire de 1995 à 2009. 1 mois de prison avec sursis pour Cassandra Belin. La jeune femme de 20 ans convertie à l'islam avait insulté et menacé des policiers qui essayaient de contrôler son identité alors qu'elle portait le voile intégral interdit en France. Suite à cet incident survenu dans la cité populaire de Trappes en juillet dernier, la jeune femme a également été condamnée à payer 150 € d'amende pour port d'une tenue dissimulant le visage dans l'espace public. Pas d'évolution de l'emploi. Dans la zone euro en novembre, le chômage est resté stable à 12,1% de la population active. Seulement 4000 demandeurs d'emploi supplémentaires par rapport à octobre, annoncés aujourd'hui par l'Office européen de statistique Eurostat. Le taux de chômage de la zone euro est stable depuis le mois d'avril, toujours selon le même office.
C'est parti pour les soldes d'hiver. Cette année encore, les commerçants proposent des rabais importants dès les premières démarques. Et justement, pas toujours facile de se repérer dans cette jungle des rabais. Lilia Bertolo et Lina Mostefaoui ont suivi Mandy et Charlie, deux blogueuses marseillaises tendance qui vous proposent leurs petites astuces pour acheter malin. Donc allez, suivez-nous. Elles s'appellent Charlie et Mandy. Ces jumelles passionnées de mode ont créé leur blog Tendance il y a 2 ans. Adeptes de shopping, elles sont évidemment aujourd'hui dans les starting blocks pour commencer ce premier jour de solde. On a commencé en fait par les Galeries Lafayette parce que c'est vrai que c'est important de commencer par les grandes marques parce que généralement il y a tout. En plus là c'est un condensé de toutes les marques qu'on adore et c'est vrai que c'est les pièces qui partent le plus rapidement. Donc il vaut mieux commencer par les Galeries Lafayette et ensuite faire les grandes enseignes où là il y a beaucoup plus de réassorts. Et pour acheter malin, le pourcentage de remise reste un critère important. Les moins 70%, ça c'est vraiment la best solde quoi. C'est vraiment là tu fais la bonne affaire. Tu payes 30% du prix, donc et ce qui est bien, ce qu'on fait nous généralement, c'est que quand on achète des grosses pièces, on essaie de les acheter quand même à moins 50, et comme ça on les porte une saison, et juste avant les soldes d'été, parce que on les revend sur un site de vente en ligne d'occasion, donc vide dressing, vestiaire collectif, tout ça, et du coup ça nous fait un budget pour les prochaines soldes. Malgré les bons plans et les astuces, attention au porte-monnaie, car même pendant les soldes, on a tendance à beaucoup dépenser. Pour nos 2 amis, l'après-midi aura coûté 800 €. Imaginez faire le tour du monde en bateau, ne plus se soucier des tracas quotidiens pour un long voyage. C'est un rêve pour certains et c'est devenu une réalité pour 2000 croisiéristes qui ont embarqué à bord d'un immense paquebot, un navire qui pendant 100 jours fera escale dans les plus beaux lieux de la planète. Un voyage qui a tout de même un coût, compté plus de 10 000 € par personne. Reportage à Marseille, Romain Péric. Salle de spectacle, boîte de nuit, magasin, machine à sous, table de jeu, restaurant, piscine en plein air ou couverte. À bord de ce géant des mers, les 2000 passagers n'auront pas le temps de s'ennuyer pendant le tour du monde. Il y a le danse avec notre moniteur de danse et tous les soirs il y a des spectacles, de l'animation. Les personnes qui fréquentent ce genre de voyage sont majoritairement les seniors pour des questions de temps et d'argent. On a décidé de prendre une vieille boîte à chaussures, de faire un trou dans le couvercle et tous les ans, pour notre anniversaire de mariage, on mettait de l'argent dans cette boîte. Alors j'en ai déjà fait une vingtaine dans ma vie, un peu dans tous les pays du monde. Voilà. Alors là, j'ai dit, là, comme il me reste plus longtemps à vivre maintenant, alors j'ai dit pour le dernier voyage, il faut que ça soit un beau voyage. Alors voilà, c'est pour ça que je suis là. J'adore les croisières, voilà, et maintenant que je suis vieille, je fais des croisières. Toute seule, vous vous ennuyez pas à bord? Non, je sais pas, je vais découvrir. D'accord, tu les rencontres également? Ah ben j'espère. Et malgré la terrible catastrophe du Concordia, la croisière s'amuse et ne connaît pas la crise ces dernières années. La même année, en 2012, on était malgré tout en fin d'année en progression. Et aujourd'hui, la croisière en France se développe énormément avec des croissances à 2 chiffres qui ont repris de plus belle en 2013 et sur 2014, c'est bien parti également. Et si la croisière se démocratise, elle n'est pas pour toutes les bourses. Le prix pour naviguer sur tous les océans pendant 100 jours et au moins 15 escales est compris entre 10 et 30 000 € par personne.